Il existe des emplois assez pénibles, comme être sous-payé pour déboucher les toilettes ou être un surchargé de travail pour laver les pots. Mais aussi mauvais que soient ces emplois, ils n'arrivent même pas à la cheville des tâches horribles, à vous retourner l'estomac, qui étaient assignés aux soldats lors de la Seconde Guerre mondiale. Qu'il s'agisse d'être chargé dans des torpilles humaines ou de détecter des mines terrestres en n'utilisant rien d'autre que son propre corps, certains de ces emplois étaient tout ce qu'il y a de plus mauvais. On dit la guerre c'est l'enfer et tu vas bientôt découvrir pourquoi, car nous allons examiner certains des pires rôles que l'on pouvait te confier pendant la Seconde Guerre mondiale. Terreur de la tourelle. Pendant la guerre, alors que les avions s'affrontaient dans le ciel du monde entier, peu de postes étaient plus dangereux que celui d'un artilleur de tourelle à billes. Ces braves soldats étaient chargés d'actionner manuellement les canons fixés sous les avions américains et n'avaient souvent que quelques millisecondes pour réagir à tout ennemi volant à proximité. Mais ce n'était pas une affaire spacieuse. La plupart des dômes de plexiglas et de métal abritant les canons étaient de petite taille, certains ne mesurant qu'1 mètre de diamètre afin de réduire la traînée de l'avion. Cela signifiait que les artilleurs devaient s'entasser et se recroqueviller en position fœtale pendant des heures dans les airs. Avec les énormes mitrailleuses de calibre 50 qui tiraient de part et d'autre de leur tête. L'espace était si petit que les plus petits membres de l'équipage étaient souvent choisis pour cette tâche. Et même dans ce cas, il n'y avait généralement pas de place pour un quelconque parachute. Ça signifie que si l'avion s'écrasait, l'artilleur devait remonter dans le fuselage pour s'équiper de son parachute avant d'évacuer l'avion. Il y a de vieilles rumeurs selon lesquelles, pour gagner de la place, il n'y avait pas de porte fixée au plafond de la nacelle et que les artilleurs devaient donc grimper à l'extérieur de l'avion pour rejoindre le fuselage. Fort heureusement, ce n'est qu'un mythe, mais s'ils ne pouvaient pas sortir et s'équiper d'un parachute à temps, alors la tourelle se transformait en un cercueil volant. Le fait d'être à l'extérieur de l'avion signifiait également qu'ils étaient exposés à des températures extrêmement basses, si basses que les réservoirs d'oxygène de la tourelle gelaient complètement. S'ils ne suffoquaient pas, des stalactites se formaient sur leurs sourcils, et ils souffraient même d'engelures autour de la bouche. Et pour rendre toute cette entreprise encore plus terrifiante, les tourelles étaient la cible privilégiée de chasseurs ennemis. Après tout, un avion de chasse sans ses armes n'est qu'une cible mobile. Les estimations varient quant à la durée de vie moyenne d'un artilleur de tourelle, mais en l'absence de statistiques officielles, on pense qu'un grand nombre d'entre eux n'ont survécu que 2 semaines, soit environ 5 opérations. Cependant, un ancien mitrailleur de tourelle a affirmé que l'espérance de vie moyenne après avoir décollé sous le feu de l'ennemi n'était que de 37 secondes. Mon Dieu, je me plaindrai plus jamais de mon boulot. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que toute personne qui s'est engagée à servir était plus courageuse et plus intrépide que la plupart d'entre nous de nos jours ne pourrait l'être. Et si tu veux en savoir plus sur ces gens extraordinaires, clique sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous. C'est fait ? Bon, quel est le prochain travail de l'enfer qui nous attend ? Des U-boats incroyables. Les U-boats allemands étaient les sous-marins les plus redoutés et les plus respectés utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Le nom U-boat est une version abrégée du mot allemand Unterseeboot, qui signifie littéralement sous-marin. Ils étaient très redoutés par les forces alliées, la flotte de un peu plus de 1100 U-boats ayant à elle seule coulé près de 3000 navires alliés à la fin de la guerre. Mais être stationné sur un U-boat était encore plus effrayant. La plupart des navires mesuraient un peu plus de 60 mètres de long et 4,5 mètres de large, ce qui signifie qu'avec toute la technologie et les torpilles, l'équipage ne disposait pas d'assez d'espace. Et dans tout cela, 40 à 50 d'entre eux pouvaient rester à bord jusqu'à 6 mois d'affilée. L'organisation était tellement serrée qu'il n'y avait aucun endroit où l'équipage pouvait se baigner, se raser ou même changer de vêtements. Ils travaillaient par tranches de 8 heures pour dormir, 8 heures pour le service normal et 8 heures pour accomplir des tâches diverses. Cet emploi du temps épuisant permettait aux soldats d'être prêts à se battre 24 heures sur 24, ce qui limitait l'intimité déjà minimale qu'ils avaient les uns par rapport aux autres à bord du navire. Ils n'avaient même pas d'intimité sur les toilettes. Avec une cabine utilisée pour le rangement, tout l'équipage n'avait accès qu'à une seule toilette. Cela fait une toilette pour 50 personnes. Alors tu peux imaginer que les choses sont devenues très crades après quelques semaines. Pour ne rien arranger, le système de chasse d'eau consistait à pomper à la main vos rejets dans l'océan. Ils n'ont pas vu d'arbres, de terre ou d'êtres chers pendant des mois. Juste un contact constant avec des toilettes qui débordent à 6,4 km sous le niveau de la mer. Tu parles d'un plongeon. Pilote kamikaze. Je ne vois rien de plus effrayant que de faire la guerre. Tu ne sais pas du tout si tu vas revenir ou non, mais peux-tu imaginer qu'on te donne l'ordre de ne pas revenir ? C'était le cas des pilotes kamikazes du Japon. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le terme kamikaze désignait des pilotes japonais qui avaient reçu l'ordre de charger leur avion d'explosifs
puis de s'écraser délibérément sur leur cible. En effet, pour être sûr d'avoir éliminé leur cible, les pilotes kamikazes étaient obligés de s'éliminer eux-mêmes. Et pire encore, pour s'assurer que les pilotes ne se dégonflaient pas, un avion kamikaze de la guerre, le Ki-115, a été conçu pour laisser tomber son train d'atterrissage au moment du décollage. Ça signifiait qu'il n'y avait pas de moyen sûr d'atterrir une fois dans les airs, et que même si le pilote se dégonflait, il n'aurait pas d'autre choix que d'accomplir sa dernière mission. D'autres avions, comme le MXY-7 Oka, n'avaient pas de train d'atterrissage du tout et étaient pilotés par d'autres avions avant que les pilotes ne les guident de façon désintéressée vers leur cible. Il s'agissait en fait de bombes humaines. Mais ce n'est pas toujours un grand sacrifice. Malgré les conseils du pilote, on estime que moins de 20% des tentatives des kamikazes ont réussi. Tu vois, les forces alliées se sont rapidement adaptées à cette tactique d'abnégation et ont éclairé le ciel avec des lampes de repérage pour pouvoir voir venir les kamikazes. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que le faible taux de réussite et la mort quasi certaine d'une mission kamikaze pour les pilotes en font l'un des emplois les moins attrayants en temps de guerre. Mais au moins, il s'agissait d'un contrat à court terme. La torpille humaine. Avec un titre de poste comme torpille humaine, je parie que la plupart d'entre vous pensent à des pauvres soldats qui étaient entassés dans un obus torpille et lancés dans l'eau pour détruire les ennemis qui passaient, ou qui les chevauchaient comme une sorte de cow-boy sous-marin fou. Aussi incroyable que ça puisse paraître, aucune de ces deux représentations n'est très éloignée de la vérité. Au lieu d'être les torpilles, certains soldats marins devaient s'asseoir dessus, ou dans certains cas, à l'intérieur. Mais pourquoi ? De nos jours, les torpilles disposent de la technologie nécessaire pour se diriger elles-mêmes. Mais à l'époque des gramophones et des télégrammes, elles avaient besoin d'être guidées par un homme. Le sous-marin italien SLC, par exemple, était une torpille convertie conçue pour la Première Guerre mondiale, qui accueillait 2 opérateurs sur le dessus, tout en transportant 2 ogives détachables de 127 kg sur son bout. Le capitaine de l'engin s'asseyait à l'avant et le dirigeait vers sa destination. Lorsqu'ils atteignaient un navire ennemi, il se laissait tomber et détachait les ogives. Le numéro 2 du navire nageant sous le navire et dirigeant la deuxième tête de l'autre côté de la cible. Après avoir réglé leur charge sur une minuterie, ils se mettaient à l'abri et attendaient que le feu d'artifice sous-marin commence. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne avait conçu le sous-marin Neger, où le nez de la torpille était évidé et équipé d'un système de contrôle. Comme l'espace prévu pour le conducteur signifiait que les explosifs allaient être enlevés, une deuxième torpille était fixée sur le dessous de l'engin. Ainsi, le conducteur propulsait la torpille vers sa cible et se détachait juste avant l'impact. Oui, on peut dire que c'est un système sûr et pas du tout insensé, non ? Je plaisante bien sûr, c'était une opération incroyablement dangereuse. Plus de 80% des torpilles humaines utilisées par l'Allemagne ont été perdues dans des accidents et ne se sont jamais approchées de leur cible. Cependant, les torpilles humaines les plus effrayantes de toutes ont été fabriquées par le Japon. Elles étaient appelées Kaiten. Et comme la torpille allemande, les soldats étaient placés à l'intérieur plutôt que sur le dessus. Mais sur les 300 unités construites lors de la première production, 100 Kaiten ont reçu l'ordre de se sacrifier en même temps que la torpille. Il semblerait qu'il y ait vraiment eu des torpilles humaines après tout. La misère des marchands. Si le fait d'être en l'air semble être un enfer, les marins de l'époque diraient que c'était encore pire sur l'eau. Les marins marchands américains de la Seconde Guerre mondiale étaient chargés d'effectuer des voyages périlleux depuis les États-Unis à travers l'océan Atlantique jusqu'en Europe continentale, la Russie ou au Royaume-Uni afin de fournir des fournitures essentielles à l'effort de guerre des Alliés. Sans eux, la guerre aurait été prolongée de plusieurs mois voire de plusieurs années. Mais la longueur du voyage et l'importance de la mission ont fait des marins marchands une cible populaire pour les U-boats allemands. Environ 8300 marins ont péri en mer, 12 000 furent blessés et un peu plus de 600 ont été faits prisonniers. Et ce n'est pas tout. 31 navires et leur équipage ont tout simplement disparu sans laisser de traces. Pendant la guerre, les journaux américains estimaient que la marine marchande perdait environ 2 navires par semaine. Mais on pense aujourd'hui que le total était plus proche de 33. En tout, un marin marchand sur 26 n'a pas survécu à la guerre. Cela représente un taux de perte de 3,85%. Le taux le plus élevé de toutes les branches de l'armée américaine, si l'on ne tient pas compte de l'armée de l'air, mais nous y reviendrons un peu plus tard. L'ardeur arctique. Est-ce qu'il t'arrive de confondre l'Arctique et l'Antarctique ? Je sais que c'est le cas. L'Arctique est la partie la plus septentrionale de la Terre avec le Canada, la Russie et le Groenland, et les points septentrionaux de la Scandinavie à l'intérieur de ses frontières. Je sais pas si t'as déjà visité un de ces endroits, mais il peut y faire très très froid. À Mourmansk en Russie, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 30 degrés Celsius. Et durant la Seconde Guerre mondiale, Mourmansk était l'un des 2 seuls ports soviétiques marqués pour les convois arctiques.
Il s'agissait de soldats marins envoyés dans le froid glacial sur un itinéraire compliqué autour de la Norvège pour livrer des fournitures à l'Union soviétique. À mesure que la glace descendait vers le sud, la route devenait très dangereuse. L'une des pires, des plus froides et des plus difficiles qu'ait eu à affronter un soldat allié. Il y avait des conditions météorologiques difficiles, un brouillard extrême, de forts courants et la menace d'une obscurité constante à mesure que les mois d'hiver se rapprochaient. Les équipages ont lutté contre les intempéries en faisant tourner les ventilateurs à vitesse réduite ou en bloquant les ouvertures d'aération avec tout ce qu'ils pouvaient trouver. Si ces tactiques permettaient de chauffer un pont dans une certaine mesure, elles réduisaient aussi considérablement la ventilation et ramenaient des maladies comme la tuberculose endémique sur de nombreux navires. Mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg, ou devrais-je dire, de l'accumulation de glace. Les ponts se sont recouverts d'une épaisse couche de glace, ce qui a dangereusement augmenté le poids des navires. Si l'accumulation de glace devenait trop importante, le navire entier chavirait. Ils passaient de nombreuses heures à tailler la glace pour éviter de perdre leur souffle dans les profondeurs glaciales de l'océan. J'ai froid rien qu'en pensant à ces pauvres hommes. Les sanctions pénales. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais mon premier réflexe sur un champ de bataille serait de prendre mes jambes à mon cou. La plupart des armées m'auraient puni pour une telle lâcheté. Cependant, si j'avais été dans l'armée soviétique ou allemande, les choses auraient été bien pires. En 1942, Joseph Staline, le dirigeant de l'Union soviétique pendant la guerre, a publié le décret 227. Ce décret stipulait qu'aucun soldat soviétique n'avait le droit de reculer pendant la bataille. Pas un pas en arrière était le slogan. Bien sûr, il y avait des soldats aussi lâches que moi qui faisaient quand même un pas en arrière. En guise de punition, ces soldats étaient consignés dans les Strafbatz, semblables aux Strafbataillons allemands, et également connus sous le nom de bataillons pénaux. Utilisés pour la première fois pendant la Seconde Guerre mondiale par l'Allemagne fasciste, les bataillons pénaux étaient composés de troupes criminelles qui étaient intentionnellement envoyées pour effectuer les tâches les plus terrifiantes et les plus dangereuses de toute la guerre. La plus importante d'entre elles était le déminage, qui consistait à éliminer les mines terrestres. Les bataillons pénaux s'acquittaient de cette tâche en creusant pour trouver les mines, mais aussi en courant devant les troupes qui avançaient pour les déclencher. Mon Dieu, le tout premier bataillon pénal allemand a été créé en 1940 et était composé de plus de 27 000 criminels supposés qui avaient la possibilité de purger leur peine ou de rester en prison. Les bataillons pénaux soviétiques ont été utilisés pour la première fois pendant la Deuxième Guerre mondiale, lors de la bataille de Stalingrad en 1942. Sur les 929 soldats que comptaient ces bataillons, seuls 300 ont survécu. Ouais, c'est pas des bonnes stats. Il n'était pas non plus très difficile de se retrouver dans un bataillon pénitentiaire. Pendant la guerre, plus de 50 000 criminels ont servi dans le bataillon pénal, et un nombre stupéfiant de 400 000 soldats soviétiques condamnés pour des délits ont été également affectés à un bataillon pénal. On dit que l'union fait la force, mais je pense pas que c'était le cas ici. Problème de formation. Quand tu es dans un avion, as-tu déjà pensé à ce qu'il se passe vraiment ? Tu es assis dans un tube de métal lancé à travers le ciel à quasiment 1000 km/h. Ça devrait être terrifiant, n'est-ce pas ? Eh bien, lors de la Seconde Guerre mondiale en 1939, très peu d'Américains avaient déjà mis les pieds dans un avion. Et ce n'est qu'en 1941 que le gouvernement a créé une force aérienne centralisée, l'USAAF. Malheureusement, ce manque d'expérience s'est avéré fatal. La tentative des États-Unis de relancer les opérations de l'armée de l'air s'est soldée par la mort d'au moins 15 000 aviateurs américains durant l'entraînement. Oui, 15 000 Américains ont rejoint l'USAAF et ont péri avant même d'avoir pu être déployés. Mais ce n'est pas la seule stat qui te fera craindre de ne plus jamais voler. Au total, les États-Unis ont perdu plus de 65 000 avions pendant la guerre, mais seulement 23 000 environ ont été perdus au combat. Ouais, ça signifie que 42 000 avions ont été perdus dans des accidents. Ouais, un pourcentage stupéfiant de 65% des avions de l'USAAF ont été perdus dans des accidents non liés au combat pendant la guerre. Ce sont les chances de survie terribles. Mais qu'est-ce qui a conduit toutes ces collisions fatales ? Eh bien, en raison de la pression exercée pendant la guerre, de nombreux modèles d'avions ont été mis en service sans avoir été testés correctement. Les pannes moteurs et incendies étaient terriblement fréquents. Dans de nombreux cas, même lorsque les défauts de conception étaient connus, on n'avait pas le temps d'enquêter et de prendre des mesures correctives. Les avions de l'USAAF, tels que le B-26 Marauder, étaient réputés pour leurs pannes de moteur et d'hélice. En fait, la prévalence des accidents les concernant lui a valu le surnom de « faiseur de veuves ». Avec des avions conçus à la hâte et de nombreux aviateurs abattus avant d'avoir pu poser le pied sur le champ de bataille, je ne peux que féliciter les hommes et femmes courageux qui ont eu le temps de servir dans l'USAAF pendant la guerre. Sous-marin se part. Les sous-marins étaient un tout nouveau type de navire pendant la Première Guerre mondiale, mais même pendant la Seconde, la technologie était encore relativement balbutiante.
Ça signifie que les équipages devaient faire face à de nombreux dangers provenant de leurs propres navires pour éviter qu'ils ne deviennent un piège mortel. Par exemple, les torpilles tirées par les sous-marins sont devenues célèbres pour leur course circulaire. C'est alors qu'une torpille dérive, tourne sur elle-même et frappe le sous-marin qui l'a lancée. Ces courses en cercle se produisaient lorsque le système conçu pour redresser les torpilles après leur tir ne fonctionnait pas correctement. La torpille ne s'est jamais arrêtée à l'angle prévu et a continué à tourner jusqu'à ce qu'elle retourne vers le navire qui l'avait lancée. Si la terreur d'une course en cercle ne suffisait pas à empêcher l'équipage de dormir, de nombreuses autres horreurs se produisaient sur ces navires. Les vapeurs de diesel pouvaient s'échapper à la suite d'un dysfonctionnement mécanique et asphyxier tout l'équipage. Ou bien une batterie pouvait exploser et envoyer le sous-marin dans une tombe aquatique. Et puis il y a eu le USS Squalus, qui, à toute fin utile, était censé être à la pointe de la technologie sous-marine lorsqu'il a été introduit en 1939. Cependant, au cours d'un essai, le sous-marin s'est soudainement enfoncé et a coulé au fond de l'océan. À l'époque, personne n'avait pu être sauvé d'un sous-marin qui s'était enfoncé à plus de 6 mètres de profondeur. Mais le Squalus, lui, a coulé à 73 mètres sous l'eau. Heureusement, les 33 membres de l'équipage à bord ont survécu à cette histoire, mais le péril de la situation montre à quel point ces premiers sous-marins étaient dangereux. Mieux vaut garder la tête hors de l'eau. Le désordre médical. Même si ce sont les soldats qui se battaient sur la ligne de front, une armée ne va pas loin sans de bons médecins. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, on estime que plus de 400 000 soldats ont perdu la vie au combat et que 671 000 autres auraient été blessés. À titre de comparaison, c'est à peu près le nombre de personnes qui vivent dans la ville de Nashville dans le Tennessee. C'est un chiffre énorme, et il semble encore plus grand quand on apprend que seulement 50 000 médecins avaient été enrôlés à la fin de la guerre. Non seulement ils ont dû traiter certaines des blessures les plus horribles que l'on puisse imaginer, mais ils ont également dû lutter contre les maladies, le manque de fournitures et les tirs ennemis. Cependant, comparé aux médecins de terrain, les médecins menaient une vie de luxe. Envoyés sur la ligne de front, les médecins de campagne étaient des volontaires civils qui choisissaient d'endurer des conditions dangereuses pour soigner des blessés. Dans un bataillon américain de 500 hommes, 30 seulement étaient des infirmiers, ce qui signifie que chaque infirmier était responsable de plus de 16 vies à tout instant. Mais en raison des contraintes de temps, certains médecins sans expérience réelle apprenaient à sauver une vie pour la toute première fois sur le champ de bataille. C'est un véritable baptême du feu. Or, les médecins étaient censés être protégés des tirs ennemis par les règles énoncées lors de la Convention de Genève. Mais malgré cela, les médecins américains ont tout de même subi 13 174 pertes durant la guerre. En outre, les médecins servaient sur la ligne de front, s'approchant d'une ligne offensive et traversaient ensuite les lignes ennemies pour administrer les soins de santé. Il s'agissait d'un terrain dangereux, et le plus souvent, cela signifiait que les médecins devaient traiter les blessés alors qu'ils étaient eux-mêmes blessés. Ouais, ça c'est du toubib. Chaud comme la braise. Quelles sont les armes avec lesquelles tu imagines qu'un soldat typique se bat dans les tranchées? Un fusil, une grenade, peut-être même un couteau s'il faut en venir aux mains. Pourquoi pas un lance-flamme? On dirait une arme que tu trouverais plutôt dans un jeu vidéo, mais étonnamment les lance-flammes ont été largement utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale, principalement par les Allemands. Les lance-flammes portatifs ont constitué une part importante de l'offensive allemande de combat rapproché en 1939. S'avérant efficaces contre les fortifications fixes comme des barrages, les lance-flammes eux-mêmes étaient constitués d'un grand réservoir de carburant rempli d'huile ou d'essence et d'un réservoir de pressurisation rempli d'azote, fixé à l'arrière ou sur le côté. Ils transformaient n'importe quel soldat en un homme orchestre enflammé. Mais s'ils étaient efficaces à courte portée, ils présentaient des inconvénients considérables pour les soldats qui les portaient. Le Flammenwerfer 35, par exemple, pesait près de 35 kg, ce qui le rendait épuisant à trimballer et presque impossible à porter en courant. Ce n'est pas l'idéal si tu essayes d'échapper aux tirs ennemis. De plus, l'énorme réservoir pressurisé à l'azote rempli de liquide inflammable en faisait une cible difficile à manquer. Il suffisait d'une balle pour que le porteur et tous ceux qui se trouvaient à proximité soient réduits en cendres dans une énorme boule de feu. Et pour ne rien arranger, les cylindres explosaient parfois de façon inattendue, par accident. Je pense que personne n'a envie de porter ça sur son dos. La bosse de l'air. Attends. Quand la Seconde Guerre mondiale a-t-elle commencé? C'est en 1939, n'est-ce pas? 1939 à 1945. Oui, ce sont bien les dates que mon professeur d'histoire m'a enseignées. Mais il semblerait que ce prof se soit trompé. En 1939, c'est le début de la guerre en Europe. Mais le Japon avait envahi la Chine dès 1937, marquant le début de la Deuxième Guerre mondiale en Asie. Ayant été en guerre 2 ans de plus que tous les autres, la Chine a eu besoin d'aide en 1942.
Les approvisionnements commençaient à manquer et il était impératif que la Chine occupe le million de soldats japonais qui s'y trouvaient, tandis que l'offensive des Alliés se poursuivait dans le Pacifique. C'est ainsi que naquit Die Hump, aujourd'hui appelé le premier pont aérien stratégique du monde. Le vol de Die Hump a été l'une des opérations logistiques les plus meurtrières de la guerre. L'objectif était d'acheminer du matériel en Chine depuis l'Inde en traversant la chaîne de montagnes de l'Himalaya. Mais les avions utilisés, les Douglas DC-3, ne pouvaient pas voler assez haut pour franchir les montagnes. Au lieu de cela, le vol Die Hump impliquait de naviguer sur une route traîtresse à travers des pics montagneux, où les pilotes pouvaient facilement s'écraser ou se faire remarquer par un chasseur japonais. Pas moins de 700 avions alliés et pilotes, composés principalement d'aviateurs américains, ont été emportés en survolant Die Hump, et 1200 aviateurs ont perdu la vie. En d'autres termes, pour chaque 340 tonnes de fournitures livrées, a coûté la vie à un pilote. Avec une chance sur 3 de ne pas s'en sortir, être appelé à voler sur Die Hump était l'une des pires choses que l'on puisse demander à un soldat. Difficulté du jour J. Le 6 juin 1944, le jour J, le jour qui a changé le cours de l'histoire pour toujours. Le jour J, les Alliés ont envahi la Normandie dans le nord de la France et ont entamé une offensive qui a entraîné la fin de la guerre en Europe. Ouais. Eh bien, garde tes applaudissements pour un moment, car se battre sur les lignes de front du jour J était l'une des missions les plus dangereuses qu'un soldat pouvait recevoir pendant toute la guerre. Ils pouvaient être par exemple des Pathfinders. Ces soldats américains avaient pour mission d'effectuer des parachutages sur les plages normandes dans l'obscurité la plus totale afin de sécuriser les zones de largage et d'éclairer le chemin pour le reste de l'armée. Les Pathfinders avaient suivi des mois de préparation, mais tout cela n'a abouti à rien. En raison des nuages épais et des tirs nourris au sol, tous les pelotons d'éclaireurs sauf un ont manqué leur cible. L'un d'entre eux a atterri sur une unité allemande et l'autre dans la Manche. S'ils avaient évité ce sort, ils auraient pu faire partie du groupe d'assaut des Rangers. Pour se défendre contre les Alliés, l'armée allemande avait installé des canons d'artillerie de 155 mm à la pointe du Hawk, au sommet des falaises de la plage. Les Rangers ont dû escalader les falaises de 30 mètres et utiliser uniquement des cordes, des crochets et des échelles pour retirer l'artillerie. Le succès du jour J en dépendait, ce qui a donné lieu à une bataille acharnée. À la fin, les Rangers avaient subi un taux de perte stupéfiant de 70%. Le groupe d'assaut des Rangers a fait son travail face à des forces écrasantes, mais à un prix élevé. S'ils ont réussi à éviter des combats à la pointe du Hawk, ils ont pu se retrouver dans le 60e Barrage Balloon Battalion. Ce bataillon, composé de 621 soldats afro-américains incroyablement courageux, a lancé des dirigeables de 56 kg remplis d'hydrogène en tant qu'unité défensive stratégique. Les ballons étaient ensuite reliés à des bombes qui explosaient si des avions ennemis entraient en contact avec les câbles. Mais cette méthode était extrêmement dangereuse. Sous le feu de l'ennemi, les avions auraient pu exploser à tout moment. Heureusement, il n'y a pas eu de telles catastrophes, mais c'est quand même beaucoup de stress quand l'une des batailles les plus dangereuses de toute la guerre se déroule autour de toi. Enfin, ils auraient pu faire partie des nombreuses divisions d'infanterie et aéroportées américaines, britanniques et canadiennes qui ont été les premiers soldats à débarquer sur les plages normandes. Le jour J était censé commencer par une campagne de bombardement aérien, mais comme elle n'a eu qu'un impact minime, les troupes terrestres ont dû se rattraper. Face aux assauts de tirs nourris, les soldats ont traversé l'océan à gué et ont débarqué sur la plage. En 24 heures, l'Allemagne avait subi environ 9000 pertes. Les Alliés ont été documentés à environ 10 000. Ça représente plus d'un soldat toutes les minutes. C'était une victoire essentielle, mais y assister aurait été pour le moins éprouvant. Après cela, je ne me plaindrai plus jamais de mon travail. Lequel de ces rôles aurais-tu le moins aimé te voir confier? Ou peut-être connais-tu quelqu'un qui a déjà occupé l'un de ces postes? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.